Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des passions des personnes autistes et on va voir en quoi ces passions parfois sont obsessionnelles, en fait, vont trop loin. Voilà, donc j'avais déjà fait une série de 3 vidéos sur les passions, mais là je considère que ça va être un petit peu différent, ça va être un complément d'informations sur les passions. Voilà. Donc on sait que les autistes sont capables de se passionner pour à peu près tout, d'acquérir dans tel ou tel domaine un niveau d'expertise parfois exceptionnel et grâce à leur grande acuité sensorielle, je dirais, sont capables de s'émerveiller pour un petit rien et de s'enrichir de connaissances et de compétences multiples. Donc en gros, on sait développer ce qu'on appelle les intérêts spécifiques, mais personnellement, je préfère parler de passion. Ce qui en soi est très positif parce que en fait, de développer une passion, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir, ça nous calme, ça nous stimule, ça nous donne du sens. Alors ça donne du sens au monde et ça nous donne du sens à nous. Voilà. Donc moi par exemple j'ai comme passion la littérature, donc l'écriture et la lecture, les deux, mais aussi les voyages. Bon en ce moment je peux pas trop assouvir cette passion là et l'autisme et c'est la raison pour laquelle je fais d'ailleurs ces vidéos. Bon, mais aujourd'hui je voudrais parler des mauvais côtés des passions. Oui, car il y en a. Déjà, on part de l'origine du mot passion, du latin patior, qui signifie souffrance, supplice, état de celui qui subit. Et oui, difficile d'avoir du libre arbitre quand on évoque les passions, notamment amoureuses. On a l'impression que c'est quelque chose qui nous tombe dessus sans qu'on puisse rien y faire, comme un coup de foudre ou un coup du sort, ça dépend. Et à ce titre, je vous renvoie à vos classiques, et oui, je suis pas prof de français pour rien, et à celle qui illustre très bien ce côté subi de la passion, c'est Phèdre. La célèbre héroïne de la pièce de Racine, qui est elle-même issue de l'Antiquité grecque, qui tombe amoureuse, donc sans le vouloir, du fils de son mari, pas de chance, son beau-fils Hippolyte, et qui d'ailleurs s'exprime ainsi en parlant de sa passion. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je vous laisse imaginer comment a fini la pauvre Phèdre. Donc, je me suis dit que ces phases-là, ces phrases-là, on pouvait totalement les transposer aux passions autistiques qui, elles aussi, parfois, nous tombent dessus sans qu'on l'ait trop demandé. Et une fois qu'on les a, on s'embarque dans une longue épopée où les heures ne comptent plus et nos besoins vitaux non plus. Mais ça, c'est plus embêtant parce que sans besoins vitaux, sans assouvir ces besoins vitaux, on meurt. Donc d'un côté, c'est génial d'avoir une telle aptitude à s'emballer, à s'émerveiller, à aimer follement toute chose et avoir envie de développer cette chose-là, cette passion. Et de l'autre, c'est un peu le début des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'une fois que notre cœur a jeté son dévolu sur telle ou telle chose, il ne peut plus vivre sans, un peu. Donc ça inclut justement l'idée de cette passion qu'on subit, de cette nécessité vitale. Pourquoi ? Parce qu'il l'a inclus dans ses routines en fait. C'est là où ça devient ironique. Parce que souvent l'intérêt spécifique, la passion peut arriver dans la nécessité de justement combler un vide, mais pas dans le sens négatif, plutôt pour structurer son temps, pour qu'il soit mieux utilisé et paraisse donc moins angoissant à la personne. Mais paradoxalement, cette passion du coup qui est utilisée comme une remédiation à l'angoisse devient elle-même angoissante quand il faut assouvir chaque jour le plus possible sa passion dévorante et où tout ce qui nous éloigne d'elle paraît inutile. Du coup, on peut se mettre en colère, on peut culpabiliser, on peut se sentir mal en tout cas dès qu'on considère qu'on n'a pas donné assez de temps à sa passion. Le plaisir peut disparaître dans l'injonction de « il faut à tout prix que je consacre du temps à ma passion ». Et donc la passion peut se transformer en une sorte de poids, de montagne à franchir, qu'on va avoir de moins en moins envie de franchir d'ailleurs, cette montagne. Donc comme si en fait on était un peu rattrapé par notre mental en fait, qui crée davantage d'angoisse. Pourquoi ? Parce qu'on se connaît et on sait qu'on a du mal à s'arrêter. Qu'à partir du moment où on va avoir quelque chose en ligne de mire, on va se donner à fond, on va tout retourner, on va creuser jusqu'à récolter l'or au risque de voir nos bras et nos mains bousiller. Et on ne pourra pas se contenter de juste un petit peu, juste je fais un petit truc de temps en temps et c'est tout. Non, parce que nous, retourner juste la terre, ça ne nous intéresse pas. Nous, on fait jamais les choses à moitié. Soit on y va, soit on n'y va pas, mais si on y va, on s'engage corps et âme.
Et c'est aussi ça, bien sûr, qui fait la force et la beauté de nos passions. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, certains possèdent un niveau de compétence exceptionnelle, cette finesse aussi, ce sens du détail, cette rigueur dont on se sert aussi pour d'autres choses, notamment dans les interactions sociales. Hein. Mais le problème, c'est qu'à un moment, le risque, c'est de devenir esclave de ce qui fait notre bonheur. Et ça peut paraître paradoxal de dire ça, mais c'est-à-dire qu'on finit par répondre juste à un emploi du temps parce qu'on l'a inclus dans nos rituels, sans se demander si c'est vraiment de ça dont on a envie aujourd'hui, en ce moment, pour nous. Et c'est comme ça que sans s'en rendre compte, on se décentre et on s'éloigne progressivement de nous-mêmes. Et en même temps, comment pouvons-nous faire autrement, vu qu'on n'a pas toujours la flexibilité mentale, l'énergie de se re-questionner à chaque fois sur ce qu'on veut faire, quitte à ce que ça bouleverse notre routine et que ça nous bouleverse aussi nous-mêmes et que parfois, au fond, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Donc c'est pratique, si on a déjà des choses organisées, de planifier, ça évite de réfléchir en sachant que on est toujours quand même obligé de faire cette gymnastique intellectuelle-là, d'organiser, d'anticiper, parce que c'est pas inné chez nous. Et en cela, même les choses qu'on désire, même les plaisirs, dont les passions, et c'est toujours, je trouve, fait dans une certaine anticipation. Après, ça n'empêche pas d'être spontané. Moi, je suis quelqu'un de très spontané, mais ça se situe à un autre niveau, c'est plus subtil. Et je parle de ça par rapport aux passions parce que moi, j'ai une sorte d'anticipation anxieuse concernant mes passions. Donc, ce qui fait que si je me force pas un tout petit peu pour mettre en place, pour débuter ma passion, en fait, je ne fais rien du tout. Et ma journée s'écoule comme ça. Après, ça peut paraître trop régulier, ça peut paraître trop planifié. Et du coup, à l'inverse, si je tiens vraiment mon emploi du temps à la rigueur, avec une grande rigueur, et bien il y a un moment où le plaisir aussi s'essouffle et où finalement c'est plus compliqué. Et donc c'est difficile de faire la part des choses. Je me rends compte que je sais pas si je dois du coup laisser la spontanéité pour me décider quand je veux faire les choses et en même temps prendre le risque de ne jamais les faire parce que en réalité, le fait est que j'aurai pas l'énergie de mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place pour débuter cette passion. Par exemple, je ne sais pas si on peut parler d'intérêt spécifique, mais moi j'aime beaucoup me promener dans la nature. Donc j'adore faire des balades, mais il y a toujours une part de moi qui résiste à y aller, où j'ai peur en fait de commencer parce que je ne sais pas exactement ce qui va m'arriver concrètement, quelle personne je vais croiser, dans quel état je vais être. C'est un peu l'inconnu. Mais après, une fois que j'y suis, je suis super bien. Pareil pour l'écriture, j'ai toujours peur de commencer à écrire, mais une fois que je suis lancée, c'est génial. Voilà. Donc, j'ai du mal à me réadapter aussi par rapport à ces intérêts-là. Et mettons que je me dise, je veux faire 2 balades par semaine, mais que le jour de la deuxième balade, il pleuve ou il fasse un vent à décorner les bœufs. Je vais pas toujours avoir la flexibilité mentale de me réadapter, de me dire, ta balade, tu la feras plus tard, tu la feras un autre jour parce que là, c'est pas le moment. Non, je vais avoir tendance à forcer un peu les choses et à y aller quand même. Donc c'est pour ça que je parle de ça. En fait, c'est tout le problème de la vie, de comment vivre sa vie. Parce que après tout, on pourrait très bien se dire je lâche prise et puis advienne que pourra. Mais on peut pas totalement. Parce que comme rien n'est automatique, le risque c'est que du coup, on se retrouve à ne rien faire du tout, à ne rien organiser du tout. Pas même nos repas, ce qui justement constitue nos besoins vitaux. Donc on est toujours quand même obligé d'être dans ce contrôle. Donc là je parle pas tout à fait des passions, je parle plus du cadre de la vie en général, mais d'avoir cette rigueur ou cette vigilance que j'inclus aussi dans nos passions, mais qu'on retrouve à tous les niveaux de notre vie. Parce que sinon finalement, s'il n'y a pas un moment, un petit effort de fait, rien ne se passe en fait. On ne fait rien sans effort, je pense, c'est un peu ça le problème. Ça implique du coup cette charge mentale qui est énorme chez nous. Et du coup, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, on n'en puisse plus, qu'on soit épuisé et que même passer le balai ou faire la vaisselle, c'est une montagne quoi. Et dans ces cas-là, je pense qu'il faut écouter son corps. Mais même dans nos passions, si par exemple elles sont trop intellectuelles ou intellectualisées, on peut oublier notre corps justement, nos émotions et notre cœur qui bat. Et que finalement ça peut aussi nous mettre en danger si on est trop dans ce rapport-là déséquilibré en fait. C'est toute une question d'équilibre. Comme je l'ai toujours dit, pour moi l'autisme c'est vraiment marcher sur un fil
et faire attention de ne pas trop tomber en déséquilibre, que ce soit au niveau des émotions, du stress, de la fatigue, de l'anxiété, parce que sinon le risque c'est de tomber dans le vide, autrement dit l'effondrement autistique. Autre problème aussi, c'est quand les passions se multiplient, mais que vous gardez cette même exigence et cette même volonté d'expertise pour chaque chose, vous risquez clairement de vous épuiser et de manquer de temps. Et le problème, c'est que plus on grandit et plus on découvre des choses, plus on a envie du coup, plus la tentation est grande. Comme si on voulait tout explorer, enfin vraiment explorer les branchages de l'arbre, voir la forêt entière. Mais on peut en fait, on peut faire ça, mais à quel prix? Telle est la question. Donc il faut aussi faire attention à ce que nos passions soient plus, je pense, une fin en soi qu'un moyen d'obtenir autre chose, de combler l'angoisse, etc. Parce que sinon le danger c'est que ça vire justement en obsession et qu'après sur du très long terme ça se transforme en TOC. Et moi ce côté contrôle de l'angoisse, je le sens justement, je le retrouve dans plein de petits aspects de ma vie, pas forcément dans mes passions, mais par exemple quand je me mets à compter les arbres d'une allée en voiture, ou alors les barres blanches des passages piétons, ou quand je prends la décision d'écrire un texte manuscrite plutôt que de taper à l'ordinateur, alors que je sais très bien que ça va me demander 3 fois plus de temps, je sais pas pourquoi, c'est comme si ça m'aidait à me désangoisser. C'était des petits trucs comme ça que j'avais pour justement réussir à vivre avec l'angoisse, je sais pas. Mais même par rapport à mes cours, par exemple, quand j'apprenais mes cours à la fac, je le faisais d'une façon bien particulière, c'était étrange en fait, je le faisais de manière... Ça prenait des heures et je le faisais presque de la veille pour le lendemain, comme si je rentrais un peu en état d'hypnose. Et je voyais bien que c'était moins une question de plaisir que une question de contrôle de mon environnement. Voilà, il fallait que je maîtrise les choses et donc finalement d'apprendre comme ça de façon un peu désincarnée sans que forcément ça me nourrisse ni intellectuellement ni émotionnellement. C'était apprendre pour apprendre, mais du coup l'exercice devenait une sorte de contrôle en fait, de contrôle de mon espace. Et donc c'est peut-être un peu justement comme ça qu'il faudrait envisager nos rapports aux passions, c'est-à-dire garder le plaisir et éviter ou alors ne pas le faire à chaque fois, que ça devienne une remédiation à l'angoisse, parce que sinon le risque c'est de se laisser justement enfermer par cette angoisse, par le prisme de nos propres passions. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao, bye bye!